Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, Les faits et les mythes. Préface de Benoît Gros. Il s'est écrit peu de Bibles dans l'histoire de l'humanité. Un très petit nombre de livres, en effet, approche de la définition du dictionnaire selon laquelle Bible signifie le livre par excellence, la révélation, le message. Or, le deuxième sexe est un peu tout cela. Et c'est ainsi qu'il a pu devenir le livre des femmes, le texte fondateur dont, en tout lieu, depuis 40 ans maintenant, le féminisme se réclame. C'est en juin 1949 qu'apparaissait le premier tome de cet essai, d'une audace que nous mesurons mal aujourd'hui et qui prétendait répondre à la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» et réécrire l'histoire des femmes à la lueur de la biologie et de la sociologie, mais en remettant en question les stéréotypes et le cortège d'affirmations péremptoires proférées depuis des millénaires par les plus grands penseurs. Il n'ambitionnait rien moins que de mettre à bas les murailles des préjugés et des tabous qui emprisonnaient les femmes dans une destinée figée et d'explorer les chemins les plus secrets de leur liberté. En cette même semaine de juin 1949, paraissait le premier numéro des Temps modernes et Jean-Paul Sartre donnait sa fameuse conférence « L'existentialisme est-il un humanisme ?» qui fut la bataille d'Hernani des milieux intellectuels d'avant-garde. Les réactions furent délirantes. Enthousiasme ou exécration. Le snobisme s'en mêla. Sartre et Beauvoir entraient vivants dans la légende de l'existentialisme qui allait bientôt gagner l'étranger. Simone de Beauvoir a alors 37 ans. Elle a déjà publié 3 romans, dont L'Invité en 1943, un essai, Pyrrhus et Cinéas, et fait jouer une pièce de théâtre, Les Bouches inutiles. Mais bien qu'elle ait conquis la notoriété par ses livres, on la surnomme Notre-Dame de Sartre, et on la considère d'abord comme la compagne du pape de l'existentialisme. Il n'est jamais venu à personne l'idée de considérer Sartre comme le compagnon de Simone de Beauvoir, fera-t-elle remarquer plus tard. Avant elle, bien sûr, des femmes isolées, héroïques comme Olympe de Gouges, audacieuses comme Mary Wollstonecraft ou lucides comme Virginia Woolf, pour ne citer qu'elles, avaient inventé le féminisme en Europe avant même que le mot n'eût été créé. Mais c'est Simone de Beauvoir la première qui allait rassembler ses revendications éparses, ses mouvements d'idées vite étouffés, ses combats, ses rêves aussi, pour leur donner une voix unique en même temps qu'une justification historique et scientifique. Comme celle qui l'avait précédée, comme toutes les femmes qui osèrent s'écarter des chemins traditionnels, Beauvoir s'est heurtée à la réprobation des bien-pensants et à l'hostilité virulente de ses confrères. On la décrit à la fois comme une marginale aux mœurs dissolues, elle vit à l'hôtel avec Sartre sans être mariée, et comme une cheftaine frigide à l'esprit desséché. Le scandale aidant, 22 000 exemplaires du premier tome s'enlèvent en une semaine. En exergue, l'auteur avait placé l'affirmation bien connue de Pythagore: il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Et elle la faisait suivre de cette remarque de Poulain de la Barre: tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Traité de l'égalité des deux sexes, 1676. C'est donc une femme cette fois qui va écrire un essai qu'elle veut exhaustif sur les femmes. La première partie porte sur les faits et les mythes, par le biais de la biologie, de l'histoire et de la psychanalyse. La seconde traite du mariage, de la maternité, de la maturité et enfin de la vieillesse. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, ce n'est pas d'une revendication militante qu'est né ce livre, moins encore d'un quelconque désir de revanche. Beauvoir a brillamment réussi sa vie jusqu'ici, elle n'a aucun compte à régler, et, en cette période troublée de l'après-guerre, bien des questions paraissent plus importantes que le féminisme. Sur les raisons qui la décidèrent à aborder ce sujet, l'auteur s'est d'ailleurs expliqué très franchement, à son habitude, dans le 2e volume de son autobiographie, La force de l'âge. Une première question se posait. Qu'est-ce que ça avait signifié pour moi d'être une femme ? J'ai d'abord cru pouvoir m'en débarrasser vite. Je n'avais jamais eu de sentiment d'infériorité. Ma féminité ne m'avait gênée en rien. Personne ne m'avait jamais dit « vous pensez comme ça parce que vous êtes une femme ». Pour moi, dis-je à Sartre, ça n'a pour ainsi dire pas compté. Tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même façon qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près.
Je regardais et j'eus une révélation. Ce monde était un monde masculin. Mon enfance avait été nourrie de mythes forgés par les hommes, et je n'y avais pas du tout réagi de la même manière que si j'avais été un garçon. Je fus si intéressée que j'abandonnai l'idée d'une confession personnelle pour m'occuper de la question féminine dans sa généralité. Dès les premières lignes de son introduction, Beauvoir dénonce les volumineuses sottises débitées pendant le dernier siècle et annonce son projet, faire toute la lumière sur celle qui constitue, selon la formule de Freud, le continent noir. Avec cette franchise désarmante et ce courage de tout dire qui la caractérise, elle s'étonne de découvrir, à près de 40 ans, un aspect du monde qui crève les yeux mais que personne ne voit. Un homme n'aurait pas l'idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles, écrit-elle. Qu'il soit homme, cela va de soi. Il est entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. Un homme est dans son droit en étant homme, c'est la femme qui est dans son tort. Elle pose l'idée fondamentale qui va sous-tendre toute l'œuvre. Une femme se différencie par rapport à l'homme, et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel par rapport à l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Elle avait d'ailleurs songé à appeler le deuxième sexe l'autre. Dès sa parution, parce qu'il dérange le confort intellectuel des hommes, et celui de bien des femmes aussi, le livre va faire scandale. C'est la première fois qu'une femme et une philosophe osent revendiquer, non pas quelques droits pour quelques femmes, mais l'égalité absolue, et aborder les problèmes tabous de la liberté sexuelle, de la maternité et de l'avortement, de l'exploitation ménagère, etc. Le livre est mis à l'index par le Saint-Office de Rome. En France, il est très lu, mais les Françaises n'ont pas vraiment pris conscience de l'importance de la question féminine, alors qu'aux États-Unis, où le féminisme est déjà structuré, c'est un triomphe. 2 millions d'exemplaires seront vendus en langue anglaise, et le deuxième sexe figure pendant 1 an en tête des ventes au Japon. Il est traduit dans toutes les langues du monde, y compris l'arabe, l'hébreu, le serbo-croate ou le tamil. Simone de Beauvoir devient bientôt l'écrivain féministe la plus lue au monde. La bande-annonce du livre portait ces mots. La femme, c'est inconnu, ce qui apparaît comme un défi à tous ceux, philosophes ou romanciers, qui prétendaient avoir tout découvert et tout dit sur la femme. Preuve de l'impact de ces thèses, le livre va déclencher un véritable raz-de-marée de grossièreté, de bassesse et de mauvaise foi. Un nombre stupéfiant d'écrivains ne craignent pas d'exprimer leur horreur névrotique devant le fait qu'une femme ose remettre en question toutes les idées reçues et surtout parler du corps sans fausse pudeur, en un style simple et précis. À gauche comme à droite, on se déchaîne, on feint l'indignation. François Mauriac déclare « Nous avons littéralement atteint les limites de l'abject et il entreprend auprès du public une croisade pour déconsidérer l'auteur. » Julien Gracq dénonce la stupéfiante inconvenance du ton du deuxième sexe. Camus déclare que ce livre est une insulte au mâle latin, et Jeannette Thorey-Vermersch y voit une insulte aux ouvrières. Pierre de Boisdeffre et Roger Nimier rivalisent de dédain pour « cette pauvre fille névrosée », et le philosophe Jean Guiton se déclare péniblement affecté de déchiffrer à travers cette œuvre la triste vie de son auteur. On me reprocha mon indécence, écrira Beauvoir, on me déclara insatisfaite, glacée, pris à pic, nymphomane, lesbienne, 100 fois avortée et même mère clandestine, au nom de cette tradition polissonne qui fournit aux Français tout un arsenal de dictons et de formules qui réduit la femme à sa fonction d'objet sexuel. Beaucoup d'hommes déclarèrent que je n'avais pas le droit de parler des femmes parce que je n'avais pas enfanté. Et eux, faudrait-il interdire aux ethnologues de parler de tribus africaines auxquelles ils n'appartiennent pas ? Ces réactions paraissent d'autant plus consternantes qu'à aucun moment le deuxième sexe ne saurait être considéré comme érotique ou exhibitionniste, encore moins pornographique. Dans la presse cependant, certains reconnaissent l'importance de l'événement. Une femme appelle les femmes à la liberté. Simone de Beauvoir, lieutenante de Sartre et experte en existentialisme, écrit Paris Match, est sans doute la première femme philosophe apparue dans l'histoire des hommes. Il lui revenait de dégager de la grande aventure humaine une philosophie de son sexe. Fin de citation. Grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, Beauvoir entre aux côtés de Sartre dans la mythologie parisienne. D'innombrables photos la montrent,
le plus souvent assise à une terrasse de café de Saint-Germain-des-Prés, si simple qu'elle repose l'œil, ignorant les fourreurs de haut luxe et les couturiers de la rue Royale. Elle ne se laisse impressionner ni par la gloire, ni par l'hostilité qu'elle rencontre ou les lettres d'injure qu'elle reçoit. L'homme qu'elle place au-dessus de tous les autres ne la juge pas inférieure à eux. Son estime lui suffit, ainsi que celle de la famille, composée du cercle d'amis fidèles qui entourera Sartre et le Castor leur vie durant. Ce qui surprend aujourd'hui quand on replace le deuxième sexe dans son époque, c'est qu'il ne fait partie d'aucune vague féministe et n'est le manifeste d'aucun mouvement. Sa publication a précédé de 20 ans la naissance du MLF en France et de plus de 10 ans la parution aux USA de la deuxième œuvre féministe importante du XXe siècle, La femme mystifiée de Betty Friedan. À l'époque d'ailleurs, Beauvoir ne pensait pas encore que la lutte des femmes pût être un combat spécifique. Selon elle, l'avènement du socialisme mettrait automatiquement fin au sexisme et instaurerait l'égalité. Entre 1949 et 1969, elle devait changer d'avis, constatant que nulle part, et en Russie soviétique pas plus qu'ailleurs, les femmes n'avaient obtenu les mêmes droits et les mêmes libertés que les hommes. On raconte que Werther déclencha une épidémie de suicide et René de Chateaubriand une épidémie de mélancolie. Le deuxième sexe aura, lui, déclenché une épidémie de liberté. De liberté dans tous les domaines. Peu de livres ont suscité à travers le monde une pareille prise de conscience collective et incarné les aspirations avouées, réprimées ou inconscientes d'une si large partie de l'humanité. Même quand elles n'ont pas été lues, les œuvres de Simone de Beauvoir ont pénétré les mentalités et impulsent encore une bonne part de ce que disent, font ou écrivent les femmes d'aujourd'hui. Ce phénomène est dû en partie au fait que chez elles, l'écriture ne se séparait pas de l'action, ni l'action de la morale. Beauvoir n'a pas seulement été l'auteur de ses œuvres, mais l'auteur de sa propre vie, et cette particularité lui a permis de dépasser les limites de la critique littéraire pour atteindre à une stature universelle, donnant à son œuvre ce supplément d'humanité dont peu d'écrivains peuvent se prévaloir. Annie Cohen-Solal, auteure d'une récente biographie de Jean-Paul Sartre, souligne très justement l'importance de la personnalité de Simone de Beauvoir dans l'appréciation de son œuvre. À une époque où les jeunes filles se conformaient au schéma établi parce qu'elles ne trouvaient pas de modèle féminin auquel s'identifier, Beauvoir a su se choisir un destin original. Elle est devenue Simone de Beauvoir contre son milieu, contre sa famille, avec et contre Sartre, dans la permanente recherche d'un territoire à elle, à la fois autonome et mitoyen. Elle est devenue Simone de Beauvoir contre l'opinion publique et le qu'en dira-t-on. Dans les mémoires d'une jeune fille rangée, premier tome d'une autobiographie qui est en même temps l'histoire d'un demi-siècle, vécue par ceux que Bertrand Poirot-Delpech appelle, je cite, les deux intellectuels les plus frémissants de ce siècle, elle raconte avec son implacable honnêteté l'itinéraire d'une petite fille dans une famille bourgeoise ruinée, demoiselle du court désir, mal dans sa peau. « Que tu es laide, ma pauvre fille, lui disait son père, soulignant qu'en plus elle n'avait pas de dos. Mais ayant déjà un culte pour la littérature. À 15 ans, elle répondait sans hésitation à la question « Que voulez-vous être plus tard ?» Un écrivain célèbre. Mais elle savait que sa carrière dépendrait entièrement de son intelligence et de ses études. Jeune fille, elle renonce à toute coquetterie, se prive de sommeil pour lire, étudie à table et s'impose l'héroïsme comme remède à la médiocrité de sa vie. En 1926, elle passe avec mention très bien un certificat de littérature, puis de mathématiques générales, plus un certificat de latin, commence un roman, rompt avec les idées conservatrices de sa famille, puis se lance dans l'étude de la philosophie. En 1929, elle est reçue deuxième à l'agrégation de philosophie, l'année où Jean-Paul Sartre est reçu premier. En fait, ils sont tous deux premiers, ayant eu le même nombre de points. Mais il existait en 1929 une étrange discrimination. Les filles, très peu nombreuses, étaient classées en surnombre et se voyaient reléguées à un rang inférieur. Mais Beauvoir n'avait pas encore développé de conscience féministe et ne se choqua pas. Elle a 21 ans et c'est la plus jeune agrégée de France. Les normaliens autour d'elle, Raymond Aron, Nizan, Sartre, Merleau-Ponty, ont quelques années de plus qu'elle. La même année, Jean-Paul Sartre, qui était très conscient d'être le jeune Sartre, comme on dit, le jeune Berlioz ou le jeune Goethe, entre dans la vie de Simone de Beauvoir pour vivre avec elle le plus singulier roman d'amour du siècle.
Elle restera sa compagne pendant plus de 50 ans, et ces deux êtres hors du commun connaîtront une entente intellectuelle qui durera aussi longtemps qu'eux-mêmes. Il est souvent difficile à ces filles spirituelles de Simone de Beauvoir, que nous sommes toutes, à des degrés divers, que nous le voulions ou non, de faire une critique objective du deuxième sexe. Pourtant, Beauvoir elle-même a évolué au cours de sa vie et toujours refusé de se placer sur un piédestal. Au contraire, plus elle avança en âge, plus elle se rapprocha des féministes de base et du militantisme quotidien, même dans ce qu'il a de plus ingrat. Il serait donc injuste de la reléguer au rang des monuments devant lesquels on s'incline mais qu'on ne visite plus. À 75 ans, 3 ans avant sa mort, vivait encore en elle la jeune fille à la curiosité barbare, aux exigences immodérées, prête à tous les bonheurs, à tous les dévouements aussi, elle que l'on a si volontiers décrite comme distante et sèche, sans voir que sa timidité et une certaine gaucherie expliquaient cette froideur apparente. Il faut pourtant reconnaître que les progrès de la science et l'évolution des mentalités, à laquelle elle a contribué précisément, ont rendu parfois caduques certaines des analyses du deuxième sexe. Tel ou tel aspect de la condition féminine n'est plus, 40 ans plus tard, avec le même regard. Ainsi, dans le chapitre des données de la biologie, Beauvoir résumait, dans ce style net et cru qu'elle estimait dû à ce sujet après tant d'ouvrages timides ou approximatifs, les inconvénients qu'il y avait pour un esprit à habiter un corps femelle. 10 pages à vous faire dresser les cheveux sur la tête, écrira Nancy Houston, tant est vive l'évocation du cycle menstruel qui s'accomplit dans la douleur et dans le sang, du travail fatigant de la grossesse qui exige de lourds sacrifices, des accouchements douloureux et parfois mortels. La conclusion, peu réjouissante, c'est que la femme est, je cite, de toutes les femelles mammifères, celle qui est le plus profondément aliénée à l'espèce et qui refuse le plus violemment cette aliénation, c'est la femelle humaine qui se distingue le plus profondément de son mâle. De même, le long chapitre intitulé « La mère » s'ouvre sur une brève analyse de la contraception, suivie d'une 15aine de pages sur l'avortement, donnant en somme la priorité au refus de maternité. Sur ce point, on lui a souvent reproché de s'être laissé influencer par ses choix personnels. On sait que pour elle, l'individu doit l'emporter sur l'espèce, l'esprit sur le corps et le choix sur la contingence. Ce destin féminin, cette aliénation à la biologie, elle les avait refusés pour elle-même et il est possible que cette décision personnelle se soit reflétée dans l'analyse plutôt négative qu'elle fait de la grossesse, de la maternité et des rapports mère-enfant. Mais il ne faut pas oublier le climat social qui régnait à cette époque. Après-guerre, on comptait encore autant d'avortements que de naissances en France, de 800 000 à 1 million par an selon les estimations. Ils étaient illégaux et par conséquent pratiqués dans l'angoisse de la clandestinité, dans des conditions psychologiques humiliantes et physiologiques désastreuses, et parfois mortelles. L'obsession d'une grossesse non désirée faisait alors partie du paysage sexuel de la plupart des femmes. Le vote de la loi de Simone Veil, légalisant l'interruption de grossesse, a dédramatisé le problème et fait diminuer significativement le nombre des avortements, au point que l'on oublie aujourd'hui le poids de cette angoisse qui compromettait l'épanouissement sexuel des femmes et souvent la vie conjugale elle-même. Le sombre tableau que traçait Beauvoir correspondait assez bien à la réalité des années 40. De même encore, en lisant les pages consacrées à la puberté et aux premières règles, certaines surtout, pourront être choqués de les voir décrites d'une manière dramatique, comme un phénomène suscitant la honte et le dégoût. Alors que les garçons accèdent avec joie à la dignité de mâle, la souillure menstruelle précipite les filles dans une catégorie inférieure, remarque Beauvoir. Mais elle souligne avec insistance que la biologie ne constitue pas un destin et que seul le contexte social confère au pénis sa valeur privilégiée et fait de la menstruation une malédiction. Dans une société sexuellement égalitaire, ajoute-t-elle, l'adolescente n'envisagerait la menstruation que comme sa manière singulière d'accéder à sa vie d'adulte. Là aussi, on retrouve le reflet de son expérience personnelle. Elle racontera plus tard dans ses mémoires la honte qui la consuma le jour où son père apprit qu'elle avait eu ses premières règles. « J'avais imaginé, écrit-elle, que la confrérie féminine dissimulait soigneusement aux hommes sa tare secrète. En face de mon père, je me croyais un pur esprit. J'eus horreur qu'il me considérât soudain comme un organisme. Je me sentis à jamais déchue.
Comme on pouvait s'y attendre, elle a porté le même jugement négatif sur la ménopause, où la femme est brusquement dépouillée de sa féminité et perd, encore jeune, l'attrait érotique et la fécondité d'où elle tirait aux yeux de la société et à ses propres yeux la justification de son existence et ses chances de bonheur. Mais là encore, il faut rappeler que jusqu'aux années 70, la ménopause était considérée, malgré son cortège de troubles et de symptômes pénibles, comme un phénomène normal et qu'il ne convenait pas de soigner. Enfin, il faut bien y venir. On ne peut évoquer la grande œuvre de Beauvoir sans se référer à la fameuse, à l'incontournable petite phrase qui pour tant de gens résume le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Il est évident que ce genre de slogan ne peut qu'être simpliste par rapport à la pensée beauvoirienne. Mais pour délivrer les femmes de l'implacable emprise du stéréotype, de la notion mensongère de l'éternel féminin, il fallait inventer une formule choc. Paradoxalement, c'est peut-être de l'excès même de simplicité de son style, de ce désir maintes fois exprimé chez elle de répudier toute afféterie, toute recherche du brillant, du sensationnel, qu'est née sous sa plume cette phrase, dont la violence dans la brièveté confine au génie. On signifie difficilement plus en si peu de mots. Il n'est pas douteux que le recul du féminisme dans les années 80 et un rejet de ce militantisme honni, auquel les femmes doivent pourtant des droits dont elles n'imagineraient plus d'être privées, ont desservi la mémoire de Simone de Beauvoir. Elle n'est pas encore à sa vraie place dans l'histoire des idées. On s'obstine à la considérer comme une féministe, ce qu'elle n'était pas à l'époque où elle écrivait Le deuxième sexe, plutôt que comme une philosophe. Michel Le Deuf, philosophe elle-même, a fort bien expliqué quelle formidable résistance rencontrent les femmes pour entrer dans la communauté férocement masculine des penseurs. Parce qu'on cantonne les essais des femmes dans des rubriques spéciales, la moitié des lecteurs potentiels se privent de solides lectures. Or, les études sur la condition féminine représentent un pan d'universel et non un ghetto. Tout en critiquant certains aspects de sa pensée, elle a rendu à Simone de Beauvoir le plus bel hommage qu'elle eût souhaité. Un livre qui apporte la fin d'une solitude et qui apprend à voir est plus important que tous les manifestes. Mais Beauvoir n'a pas seulement voulu apprendre aux femmes à voir, à se voir. Dans les plus émouvantes pages du deuxième sexe, les dernières, elle a jeté les bases de ce que pourrait être l'amour authentique, fondé sur la reconnaissance réciproque de deux libertés. Le jour où il sera possible à la femme d'aimer dans sa force et non dans sa faiblesse, non pour se fuir, mais pour se trouver, non pour se démettre, mais pour s'affirmer, alors l'amour deviendra pour elle, comme pour l'homme, source de vie et non mortel danger. On peut se demander aujourd'hui, près de 50 ans après la publication de ce livre, si Simone de Beauvoir n'a pas pesé plus profondément sur nos idées et nos comportements que Sartre. Elle a en tout cas contribué plus que tout autre à l'émergence d'une conscience féminine capable de surmonter la fatalité de sa condition, ce qui est le sens même de l'existentialisme. De la jeune fille rangée à la philosophe du deuxième sexe ou à la sociologue du courageux essai Sur la vieillesse, s'est jouée une des plus belles aventures de l'être humain, l'affirmation d'une pensée et d'une personnalité. L'une et l'autre ont contribué à faire entrer les femmes dans leur histoire et par là même dans l'histoire tout court. Fin de la préface. À Jacques Bost. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Poulain de la Barre. Introduction. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. On en parle encore cependant, et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Ils chuchotent. Même en Russie, elle reste bien femme. Mais d'autres gens bien informés, et les mêmes aussi quelquefois, soupirent. La femme se perd, la femme est perdue. On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes, s'il en existera toujours, s'il faut ou non le souhaiter,
quelle place elles occupent en ce monde, quelle place elles devraient y occuper. Où sont les femmes ? Demandait récemment un magazine intermittent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une femme ? Tota mulier in utero. C'est une matrice, dit l'un. Cependant, parlant de certaines femmes, les connaisseurs décrètent. Ce ne sont pas des femmes, bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant, on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte « Soyez femmes, restez femmes, devenez femmes ». Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer à cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien ? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre ? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants, qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au temps de saint Thomas, elle apparaissait comme une essence aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Mais le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuablement fixées qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de la femme, du juif ou du noir. Elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une situation. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Cela signifie-t-il que le mot « femme » n'ait aucun contenu ? C'est ce qu'affirment vigoureusement les partisans de la philosophie des Lumières, du rationalisme, du nominalisme. Les femmes seraient seulement, parmi les êtres humains, ceux qu'on désigne arbitrairement par le mot « femme ». En particulier, les Américaines pensent volontiers que la femme en tant que telle n'a plus lieu. Si une attardée se prend encore pour une femme, ses amis lui conseillent de se faire psychanalyser afin de se délivrer de cette obsession. À propos d'un ouvrage, d'ailleurs fort agaçant, intitulé Modern Woman, A Lost Sex, Dorothy Parker a écrit « Je ne peux être juste pour les livres qui traitent de la femme en tant que femme. Mon idée, c'est que tous, aussi bien hommes que femmes, qui que nous soyons, nous devons être considérés comme des êtres humains. » Mais le nominalisme est une doctrine un peu courte, et les antiféministes ont beau jeu de montrer que les femmes ne sont pas des hommes. Assurément, la femme est comme l'homme un être humain, mais une telle affirmation est abstraite. Le fait est que tout être humain concret est toujours singulièrement situé. Refuser les notions d'éternel féminin, d'âme noire, de caractère juif, ce n'est pas nier qu'il y ait aujourd'hui des juifs, des noirs, des femmes. Cette négation ne représente pas pour les intéressés une libération, mais une fuite inauthentique. Il est clair qu'aucune femme ne peut prétendre sans mauvaise foi se situer par-delà son sexe. Une femme écrivain connue a refusé voici quelques années de laisser paraître son portrait dans une série de photographies consacrées précisément aux femmes écrivains. Elle voulait être rangée parmi les hommes. Mais pour obtenir ce privilège, elle utilisa l'influence de son mari. Les femmes qui affirment qu'elles sont des hommes n'en réclament pas moins des égards et des hommages masculins. Je me rappelle aussi cette jeune trotskiste debout sur une estrade au milieu d'un meeting houleux et qui s'apprêtait à faire le coup de poing malgré son évidente fragilité. Elle niait sa faiblesse féminine, mais c'était par amour pour un militant dont elle se voulait l'égale. L'attitude de défi dans laquelle se crispent les Américaines prouve qu'elles sont hantées par le sentiment de leur féminité. Et en vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» L'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles.
Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer « Je suis une femme ». Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. C'est d'une manière formelle, sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité, que les rubriques masculin-féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français « les hommes » pour désigner les êtres humains. Le sens singulier du mot « wir » s'étant assimilé au sens général du mot « homo ». La femme apparaît comme le négatif si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité. Je me suis agacée parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire « Vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme ». Mais je savais que ma seule défense, c'était de répondre « Je la pense parce qu'elle est vraie », éliminant par là ma subjectivité. Il n'était pas question de répliquer « Et vous pensez le contraire parce que vous êtes un homme », car il est entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. Un homme est dans son droit en étant homme, c'est la femme qui est dans son tort. Pratiquement, de même que pour les anciens, il y avait une verticale absolue par rapport à laquelle se définissait l'oblique, il y a un type humain absolu qui est le type masculin. La femme a des ovaires, un utérus. Voilà des conditions singulières qui l'enferment dans sa subjectivité. On dit volontiers qu'elle pense avec ses glandes. L'homme oublie superbement que son anatomie comporte aussi des hormones, des testicules. Il saisit son corps comme une relation, directe et normale avec le monde, qu'il croit appréhender dans son objectivité, tandis qu'il considère le corps de la femme comme alourdi par tout ce qui le spécifie, un obstacle, une prison. La femelle est femelle, en vertu d'un certain manque de qualité, disait Aristote. Nous devons considérer le caractère des femmes comme souffrant d'une défectuosité naturelle. Et saint Thomas, à sa suite, décrète que la femme est un homme manqué, un être occasionnel. C'est ce que symbolise l'histoire de la Genèse où Ève apparaît comme tirée, selon le mot de Bossuet, d'un os surnuméraire d'Adam. L'humanité est mâle, et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. C'est ainsi que M. Binda affirme dans Le rapport d'Uriel « Le corps de l'homme a un sens par lui-même, abstraction faite de celui de la femme, alors que ce dernier en semble dénué si l'on n'évoque pas le mâle. L'homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l'homme. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe, donc elle l'est absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme, et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. La catégorie de l'autre est aussi originelle que la conscience elle-même. Dans les sociétés les plus primitives, dans les mythologies les plus antiques, on trouve toujours une dualité qui est celle du même et de l'autre. Cette division n'a pas d'abord été placée sous le signe de la division des sexes, elle ne dépend d'aucune donnée empirique. C'est ce qui ressort, entre autres, des travaux de Granet sur la pensée chinoise, de ceux de Dumézil sur les Indes et Rome. Dans les couples Varuna-Mitra, Ouranos-Zeus, Soleil-Lune, jour-nuit, aucun élément féminin n'est d'abord impliqué. Non plus que dans l'opposition du bien au mal, des principes fastes et néfastes, de la droite et de la gauche, de Dieu et de Lucifer. L'altérité est une catégorie fondamentale de la pensée humaine. Aucune collectivité ne se définit jamais comme une sans immédiatement poser l'autre en face de soi. Il suffit de 3 voyageurs réunis par hasard dans un même compartiment pour que tout le reste des voyageurs deviennent des autres, vaguement hostiles. Pour le villageois, tous les gens qui n'appartiennent pas à son village sont des autres suspects. Pour le natif d'un pays, les habitants des pays qui ne sont pas le sien apparaissent comme des étrangers. Les juifs sont des autres pour l'antisémite, les noirs pour les racistes américains, les indigènes pour les colons, les prolétaires pour les classes possédantes. À la fin d'une étude approfondie sur les diverses figures des sociétés primitives, Lévi-Strauss a pu conclure « Le passage de l'état de nature à l'état de culture se définit par l'aptitude de la part de l'homme à penser les relations biologiques sous la forme de systèmes d'opposition.
La dualité, l'alternance, l'opposition et la symétrie, qu'elles se présentent sous des formes définies ou des formes floues, constituent moins des phénomènes qu'il s'agit d'expliquer que les données fondamentales et immédiates de la réalité sociale. Ces phénomènes ne sauraient se comprendre si la réalité humaine était exclusivement un Mitsein basé sur la solidarité et l'amitié. Il s'éclaire au contraire si, suivant Hegel, on découvre dans la conscience elle-même une fondamentale hostilité à l'égard de toute autre conscience. Le sujet ne se pose qu'en opposant. Il prétend s'affirmer comme l'essentiel et constituer l'autre en inessentiel, en objet. Seulement, l'autre conscience lui oppose une prétention réciproque. En voyage, le natif s'aperçoit avec scandale qu'il y a dans les pays voisins des natifs qui le regardent à son tour comme étranger. Entre villages, clans, nations, classes, il y a des guerres, des potlatchs, des marchés, des traités, des luttes qui ôtent à l'idée de l'autre son sens absolu et en découvrent la relativité. Bon gré, mal gré, individus et groupes sont bien obligés de reconnaître la réciprocité de leur rapport. Comment donc se fait-il qu'entre les sexes, cette réciprocité n'ait pas été posée, que l'un des termes se soit affirmé comme le seul essentiel, niant toute relativité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme l'altérité pure? Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle? Aucun sujet ne se pose d'emblée et spontanément comme l'inessentiel. Ce n'est pas l'autre qui, se définissant comme autre, définit l'un. Il est posé comme autre par l'un, se posant comme un. Mais pour que le retournement de l'autre à l'un ne s'opère pas, il faut qu'il se soumette à ce point de vue étranger. D'où vient en la femme cette soumission? Il existe d'autres cas où, pendant un temps plus ou moins long, une catégorie a réussi à en dominer absolument une autre. C'est souvent l'inégalité numérique qui confère ce privilège. La majorité impose sa loi à la minorité, ou la persécute. Mais les femmes ne sont pas comme les Noirs d'Amérique, comme les Juifs, une minorité. Il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre. Souvent aussi, les deux groupes en présence ont d'abord été indépendants. Ils s'ignoraient autrefois, où chacun admettait l'autonomie de l'autre. Et c'est un événement historique qui a subordonné le plus faible au plus fort. La diaspora juive, l'introduction de l'esclavage en Amérique, les conquêtes coloniales sont des faits datés. Dans ces cas, pour les opprimés, il y a eu un avant. Ils ont en commun un passé, une tradition, parfois une religion, une culture. En ce sens, le rapprochement établi par Bebel entre les femmes et le prolétariat serait le mieux fondé. Les prolétaires non plus ne sont pas en infériorité numérique et ils n'ont jamais constitué une collectivité séparée. Cependant, un défaut d'un événement, c'est un développement historique qui explique leur existence en tant que classe et qui rend compte de la distribution de ces individus dans cette classe. Il n'y a pas toujours eu des prolétaires, il y a toujours eu des femmes. Elles sont femmes par leur structure physiologique. Aussi loin que l'histoire remonte, elles ont toujours été subordonnées à l'homme. Leur dépendance n'est pas la conséquence d'un événement ou d'un devenir, elle n'est pas arrivée. C'est en partie parce qu'elle échappe au caractère accidentel du fait historique que l'altérité apparaît ici comme un absolu. Une situation qui s'est créée à travers le temps peut se défaire en un autre temps. Les Noirs de Haïti, entre autres, l'ont bien prouvé. Il semble au contraire qu'une condition naturelle défie le changement. En vérité, pas plus que la réalité historique, la nature n'est un donné immuable. Si la femme se découvre comme l'inessentiel, qui jamais ne retourne à l'essentiel, c'est qu'elle n'opère pas elle-même ce retour. Les prolétaires disent « nous ». Les Noirs aussi. Se posant comme sujet, ils changent en autres les bourgeois, les blancs. Les femmes, sauf en certains congrès qui restent des manifestations abstraites, ne disent pas « nous ». Les hommes disent « les femmes » et elles reprennent ces mots pour se désigner elles-mêmes. Mais elles ne se posent pas authentiquement comme sujet. Les prolétaires ont fait la révolution en Russie, les Noirs à Haïti, les Indochinois se battent en Indochine. L'action des femmes n'a jamais été qu'une agitation symbolique. Elles n'ont gagné que ce que les hommes ont bien voulu leur concéder. Elles n'ont rien pris, elles ont reçu. C'est qu'elles n'ont pas les moyens concrets de se rassembler en une unité qui se poserait en s'opposant. Elles n'ont pas de passé, d'histoire, de religion qui leur soit propre. Et elles n'ont pas, comme les prolétaires, une solidarité de travail et d'intérêt. Il n'y a pas même entre elles cette promiscuité spatiale qui fait des Noirs d'Amérique, des Juifs des ghettos, des ouvriers de Saint-Denis ou des usines Renault une communauté. Elles vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat,
le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes, père ou mari, plus étroitement qu'aux autres femmes. Bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires. Blanches, des hommes blancs et non des femmes noires. Le prolétariat pourrait se proposer de massacrer la classe dirigeante. Un juif, un noir fanatique pourrait rêver d'accaparer le secret de la bombe atomique et de faire une humanité tout entière juive, tout entière noire. Même en songe, la femme ne peut exterminer les mâles. Le lien qui l'unit à ses oppresseurs n'est comparable à aucun autre. La division des sexes est en effet un donné biologique, non un moment de l'histoire humaine. C'est au sein d'un Mitsein originel que leur opposition s'est dessinée, et elle ne l'a pas brisée. Le couple est une unité fondamentale dont les deux moitiés sont rivées l'une à l'autre. Aucun clivage de la société par sexe n'est possible. C'est là ce qui caractérise fondamentalement la femme. Elle est l'autre au cœur d'une totalité dont les deux termes sont nécessaires l'un à l'autre. On pourrait imaginer que cette réciprocité eût facilité sa libération. Quand Hercule file la laine aux pieds d'Omphale, son désir l'enchaîne. Pourquoi Omphale n'a-t-elle pas réussi à acquérir un durable pouvoir ? Pour se venger de Jason, Médée tue ses enfants. Cette sauvage légende suggère que du lien qui l'attache à l'enfant, la femme aurait pu tirer un ascendant redoutable. Aristophane a imaginé plaisamment dans Lysistrata une assemblée de femmes où celles-ci eussent tenté d'exploiter en commun à des fins sociales le besoin que les hommes ont d'elles. Mais ce n'est qu'une comédie. La légende, qui prétend que les Sabines ravies ont opposé à leurs ravisseurs une stérilité obstinée, raconte aussi qu'en les frappant de lanières de cuir, les hommes ont eu magiquement raison de leur résistance. Le besoin biologique, désir sexuel et désir d'une postérité, qui met le mâle sous la dépendance de la femelle, n'a pas affranchi socialement la femme. Le maître et l'esclave, aussi, sont unis par un besoin économique réciproque qui ne libère pas l'esclave. C'est que dans le rapport du maître à l'esclave, le maître ne pose pas le besoin qu'il a de l'autre. Il détient le pouvoir de satisfaire ce besoin et ne le médiatise pas. Au contraire, l'esclave, dans la dépendance, espoir ou peur, intériorise le besoin qu'il a du maître. L'urgence du besoin fût-elle égale en tous deux, joue toujours en faveur de l'oppresseur contre l'opprimé. C'est ce, lui, explique que la libération de la classe ouvrière, par exemple, ait été si lente. Or, la femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagé le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun pays, son statut légal n'est identique à celui de l'homme, et souvent, il la désavantage considérablement. Même lorsque des droits lui sont abstraitement reconnus, une longue habitude empêche qu'ils ne trouvent dans les mœurs leur expression concrète. Économiquement, hommes et femmes constituent presque deux castes. Toutes choses égales, les premiers ont des situations plus avantageuses, des salaires plus élevés, plus de chances de réussite que leurs concurrentes de fraîche date. Ils occupent dans l'industrie, la politique, etc. un beaucoup plus grand nombre de places, et ce sont eux qui détiennent les postes les plus importants. Outre les pouvoirs concrets qu'ils possèdent, ils sont revêtus d'un prestige dont toute l'éducation de l'enfant maintient la tradition. Le présent enveloppe le passé, et dans le passé, toute l'histoire a été faite par les mâles. Au moment où les femmes commencent à prendre part à l'élaboration du monde, ce monde est encore un monde qui appartient aux hommes. Ils n'en doutent pas, elles en doutent à peine. Refuser d'être l'autre, refuser la complicité avec l'homme, ce serait pour elles renoncer à tous les avantages que l'alliance avec la caste supérieure peut leur conférer. L'homme suzerain protégera matériellement la femme lige et il se chargera de justifier son existence. Avec le risque économique, elle esquive le risque métaphysique d'une liberté qui doit inventer ses fins sans secours. En effet, à côté de la prétention de tout individu à s'affirmer comme sujet, qui est une prétention éthique, il y a aussi en lui la tentation de fuir sa liberté et de se constituer en chose. C'est un chemin néfaste car passif, aliéné, perdu,
Il est alors la proie de volontés étrangères, coupé de sa transcendance, frustré de toute valeur. Mais c'est un chemin facile. On évite ainsi l'angoisse et la tension de l'existence authentiquement assumée. L'homme qui constitue la femme comme un autre rencontrera donc en elle de profondes complicités. Ainsi, la femme ne se revendique pas comme sujet parce qu'elle n'en a pas les moyens concrets, parce qu'elle éprouve le lien nécessaire qui la rattache à l'homme sans en poser la réciprocité, et parce que souvent elle se complaît dans son rôle d'autre. Mais une question se pose aussitôt. Comment toute cette histoire a-t-elle commencé ? On comprend que la dualité des sexes, comme toute dualité, se soit traduite par un conflit. On comprend que si l'un des deux réussissait à imposer sa supériorité, celle-ci devait s'établir comme absolue. Il reste à expliquer que ce soit l'homme qui ait gagné au départ. Il semble que les femmes auraient pu remporter la victoire, ou la lutte aurait pu ne jamais se résoudre. D'où vient que ce monde a toujours appartenu aux hommes et que seulement aujourd'hui les choses commencent à changer ? Ce changement est-il un bien ? Amènera-t-il ou non un égal partage du monde entre hommes et femmes ? Ces questions sont loin d'être neuves. On y a fait déjà quantité de réponses. Mais précisément, le seul fait que la femme est autre conteste toutes les justifications que les hommes ont jamais pu en donner. Elles leur étaient trop évidemment dictées par leur intérêt. Tout ce qui a été décrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis, a dit au XVIIe siècle Poulain de la Barre, féministe peu connu. Partout, en tout temps, les mâles ont étalé la satisfaction qu'ils éprouvent à se sentir les rois de la création. Béni soit Dieu, notre Seigneur, et le Seigneur de tous les mondes qu'il ne m'ait pas fait femme, disent les Juifs dans leur prière matinale. Cependant, que leurs épouses murmurent avec résignation « Béni soit le Seigneur qu'il m'ait créé selon sa volonté ». Parmi les bienfaits dont Platon remerciait les dieux, le premier était qu'il les crée libres et non esclaves, le second homme et non femme. Mais les mâles n'auraient pu jouir pleinement de ce privilège s'ils ne l'avaient considéré comme fondé dans l'absolu et dans l'éternité. Du fait de leur suprématie, ils ont cherché à faire un droit. Ceux qui ont fait et compilé les lois, étant des hommes, ont favorisé leur sexe, et les jurisconsultes ont tourné les lois en principe, dit encore Poulain de la Barre. Législateurs, prêtres, philosophes, écrivains, savants se sont acharnés à démontrer que la condition subordonnée de la femme était voulue dans le ciel et profitable à la terre. Les relations forgées par les hommes reflètent cette volonté de domination. Dans les légendes d'Ève, de Pandore, ils ont puisé des armes. Ils ont mis la philosophie, la théologie à leur service, comme on a vu par les phrases d'Aristote, de saint Thomas que nous avons citées. Depuis l'Antiquité, satiristes et moralistes se sont complus à faire le tableau des faiblesses féminines. On sait quels violents réquisitoires ont été dressés contre elles à travers toute la littérature française. Monterland reprend avec moins de verve la tradition de Jean de Meung. Cette hostilité paraît quelquefois fondée, souvent gratuite. En vérité, elle recouvre une volonté d'auto-justification plus ou moins adroitement masquée. Il est plus facile d'accuser un sexe que d'excuser l'autre, dit Montaigne. En certains cas, le processus est évident. Il est frappant par exemple que le code romain, pour limiter les droits de la femme, invoque l'imbécilité, la fragilité du sexe, au moment où par l'affaiblissement de la famille, elle devient un danger pour les héritiers mâles. Il est frappant qu'au XVIe siècle, pour tenir la femme mariée en tutelle, on fasse appel à l'autorité de saint Augustin, déclarant que la femme est une beste qui n'est ni ferme ni étable, alors que la célibataire est reconnue capable de gérer ses biens. Montaigne a fort bien compris l'arbitraire et l'injustice du sort assigné à la femme. Les femmes n'ont pas du tout tort quand elles refusent les règles qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Il y a naturellement brigue et riotte entre elles et nous. Mais il ne va pas jusqu'à se faire leur champion. C'est seulement au XVIIIe que des hommes profondément démocrates envisagent la question avec objectivité. Diderot, entre autres, s'attache à démontrer que la femme est comme l'homme un être humain. Un peu plus tard, Stuart Mill la défend avec ardeur. Mais ces philosophes sont d'une exceptionnelle impartialité. Au XIXe siècle, la querelle du féminisme devient à nouveau une querelle de partisans. Une des conséquences de la révolution industrielle, c'est la participation de la femme au travail producteur. À ce moment, les revendications féministes sortent du domaine théorique, elles trouvent des bases économiques. Leurs adversaires deviennent d'autant plus agressifs. Quoique la propriété foncière soit en partie détrônée, la bourgeoisie s'accroche à la vieille morale qui voit dans la solidité de la famille le garant de la propriété privée. Elle réclame la femme au foyer,
d'autant plus âprement que son émancipation devient une véritable menace. À l'intérieur même de la classe ouvrière, les hommes ont essayé de freiner cette libération parce que les femmes leur apparaissaient comme de dangereuses concurrentes, et d'autant plus qu'elles étaient habituées à travailler à de bas salaires. Pour prouver l'infériorité de la femme, les antiféministes ont alors mis à contribution non seulement comme naguère la religion, la philosophie, la théologie, mais aussi la science, biologie, psychologie expérimentale, etc. Tout au plus consentait-on à accorder à l'autre sexe l'égalité dans la différence. Cette formule qui a fait fortune est très significative. C'est exactement celle qu'utilisent à propos des Noirs d'Amérique les lois Jim Crow. Or, cette ségrégation soi-disant égalitaire n'a servi qu'à introduire les plus extrêmes discriminations. Cette rencontre n'a rien d'un hasard. Qu'il s'agisse d'une race, d'une caste, d'une classe, d'un sexe réduit à une condition inférieure, les processus de justification sont les mêmes. L'éternel féminin, c'est l'homologue de l'âme noire et du caractère juif. Le problème juif est d'ailleurs dans son ensemble très différent des deux autres. Le juif pour l'antisémite n'est pas tant un inférieur qu'un ennemi, et on ne lui reconnaît en ce monde aucune place qui soit sienne. On souhaite plutôt l'anéantir. Mais il y a de profondes analogies entre la situation des femmes et celle des Noirs. Les unes et les autres s'émancipent aujourd'hui d'un même paternalisme et la caste nègre maîtresse veut les maintenir à leur place, c'est-à-dire à la place qu'elle a choisie pour eux. Dans les deux cas, elle se répand en éloges plus ou moins sincères sur les vertus du bon noir, à l'âme inconsciente, enfantine, rieuse, du noir résigné et de la femme vraiment femme, c'est-à-dire frivole, puérile, irresponsable, la femme soumise à l'homme. Dans les deux cas, elle tire argument de l'état de fait qu'elle a créé. On reconnaît la boutade de Bernard Shaw. L'Américain blanc, dit-il en substance, relègue le noir au rang de cireur de souliers, et il en conclut qu'il n'est bon qu'à cirer des souliers. On retrouve ce cercle vicieux en toutes circonstances analogues. Quand un individu ou un groupe d'individus est maintenu en situation d'infériorité, le fait est qu'il est inférieur. Mais c'est sur la portée du mot « être » qu'il faudrait s'entendre. La mauvaise foi consiste à lui donner une valeur substantielle alors qu'il a le sens dynamique hegelien. Être, c'est être devenu. C'est avoir été fait tel qu'on se manifeste. Oui, les femmes dans leur ensemble sont aujourd'hui inférieures aux hommes, c'est-à-dire que leur situation leur ouvre de moindres possibilités. Le problème, c'est de savoir si cet état de choses doit se perpétuer. Beaucoup d'hommes le souhaitent. Tous n'ont pas encore désarmé. La bourgeoisie conservatrice continue à voir dans l'émancipation de la femme un danger qui menace sa morale et ses intérêts. Certains mâles redoutent la concurrence féminine. Dans l'Hebdo latin, un étudiant déclarait l'autre jour « Toute étudiante qui prend une situation de médecin ou d'avocat nous vole une place. » Celui-là ne mettait pas en question ses droits sur ce monde. Les intérêts économiques ne jouent pas seuls. Un des bénéfices que l'oppression assure aux oppresseurs, c'est que le plus humble d'entre eux se sent supérieur. Un pauvre blanc du sud des USA a la consolation de se dire qu'il n'est pas un sale nègre. Et les blancs, plus fortunés, exploitent habilement cet orgueil. De même, le plus médiocre des mâles se croit en face des femmes un demi-dieu. Il était beaucoup plus facile à Monsieur de Monterland de se penser un héros quand il se confrontait à des femmes, d'ailleurs choisies à dessein, que lorsqu'il a eu à tenir parmi des hommes son rôle d'homme. Rôle dont beaucoup de femmes se sont acquittées mieux que lui. C'est ainsi qu'en septembre 1948, dans un de ses articles du Figaro littéraire, M. Claude Mauriac, dont chacun admire la puissante originalité, pouvait écrire à propos des femmes. « Nous écoutons sur un ton d'indifférence polie, la plus brillante d'entre elles, sachant bien que son esprit reflète de façon plus ou moins éclatante des idées qui viennent de nous. » Ce ne sont évidemment pas les idées de M. C. Mauriac en personne que son interlocutrice reflète, étant donné qu'on ne lui en connaît aucune. Qu'elle reflète des idées qui viennent des hommes, c'est possible. Parmi les mâles même, il en est plus d'un qui tient pour sienne des opinions qu'il n'a pas inventées. On peut se demander si M. Claude Mauriac n'aurait pas intérêt à s'entretenir avec un bon reflet de Descartes, de Marx, de Gide, plutôt qu'avec lui-même. Ce qui est remarquable, c'est que par l'équivoque du « nous », il s'identifie avec Saint-Paul, Hegel, Lénine, Nietzsche, et du haut de leur grandeur, il considère avec dédain le troupeau des femmes qui osent lui parler sur un pied d'égalité. À vrai dire, j'en sais plus d'une
qui n'aurait pas la patience d'accorder à M. Mauriac un ton d'indifférence polie. J'ai insisté sur cet exemple parce que la naïveté masculine y est désarmante. Il y a beaucoup d'autres manières plus subtiles dont les hommes tirent profit de l'altérité de la femme. Pour tous ceux qui souffrent de complexes d'infériorité, il y a là un liniment miraculeux. Nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif ou dédaigneux, qu'un homme inquiet de sa virilité. Ceux qui ne sont pas intimidés par leurs semblables sont aussi beaucoup plus disposés à reconnaître dans la femme un semblable. Même à ceux-ci, cependant, le mythe de la femme, de l'autre, est cher pour beaucoup de raisons. On ne saurait les blâmer de ne pas sacrifier de gaieté de cœur tous les bienfaits qu'ils en retirent. Ils savent ce qu'ils perdent en renonçant à la femme telle qu'ils la rêvent. Ils ignorent ce que leur apportera la femme telle qu'elle sera demain. Il faut beaucoup d'abnégation pour refuser de se poser comme le sujet unique et absolu. D'ailleurs, la grande majorité des hommes n'assument pas explicitement cette prétention. Ils ne posent pas la femme comme une inférieure. Ils sont aujourd'hui trop pénétrés de l'idéal démocratique pour ne pas reconnaître en tous les êtres humains des égaux. Au sein de la famille, la femme est apparue à l'enfant, au jeune homme, comme revêtue de la même dignité sociale que les adultes mâles. Ensuite, il a éprouvé dans le désir et l'amour la résistance, l'indépendance de la femme désirée et aimée. Marié, il respecte dans sa femme l'épouse, la mère, et dans l'expérience concrète de la vie conjugale, elle s'affirme en face de lui comme une liberté. Il peut donc se persuader qu'il n'y a plus entre les sexes de hiérarchie sociale et qu'en gros, à travers les différences, la femme est une égale. Comme il constate cependant certaines infériorités, dont la plus importante est l'incapacité professionnelle, il met celle-ci sur le compte de la nature. Quand il a à l'égard de la femme une attitude de collaboration et de bienveillance, il thématise le principe de l'égalité abstraite. Et l'inégalité concrète qu'il constate, il ne la pose pas. Mais dès qu'il entre en conflit avec elle, la situation se renverse. Il thématisera l'inégalité concrète et s'en autorisera même pour nier l'égalité abstraite. C'est ainsi que beaucoup d'hommes affirment avec une quasi bonne foi que les femmes sont les égales de l'homme et qu'elles n'ont rien à revendiquer, et en même temps que les femmes ne pourront jamais être les égales de l'homme et que leurs revendications sont vaines. C'est qu'il est difficile à l'homme de mesurer l'extrême importance de discrimination sociale qui semble du dehors insignifiante et dont les répercussions morales, intellectuelles sont dans la femme si profondes qu'elles peuvent paraître avoir leur source dans une nature originelle. L'homme qui a le plus de sympathie pour la femme ne connaît jamais bien sa situation concrète. Aussi n'y a-t-il pas lieu de croire les mâles quand ils s'efforcent de défendre des privilèges dont ils ne mesurent même pas toute l'étendue. Nous ne nous laisserons donc pas intimider par le nombre et la violence des attaques dirigées contre les femmes, ni circonvenir par les éloges intéressés qui sont décernés à la vraie femme, ni gagner par l'enthousiasme que suscite sa destinée chez des hommes qui ne voudraient pour rien au monde la partager. Cependant, nous ne devons pas considérer avec moins de méfiance les arguments des féministes. Bien souvent, le souci polémique leur ôte toute valeur. Si la question des femmes est si oiseuse, c'est que l'arrogance masculine en a fait une querelle. Quand on se querelle, on ne raisonne plus bien. Ce qu'on a cherché inlassablement à prouver, c'est que la femme est supérieure, inférieure ou égale à l'homme. Créée après Adam, elle est évidemment un être secondaire, on dit les uns. Au contraire, on dit les autres, Adam n'était qu'une ébauche et Dieu a réussi l'être humain dans sa perfection quand il a créé Ève. Son cerveau est le plus petit, mais il est relativement le plus grand. Le Christ s'est fait homme, c'est peut-être par humilité. Chaque argument appelle aussitôt son contraire et souvent tous deux portent à faux. Si on veut tenter d'y voir clair, il faut sortir de ses ornières, il faut refuser les vagues notions de supériorité, infériorité, égalité, qui ont perverti toutes les discussions et repartir à neuf. Mais alors, comment poserons-nous la question ? Et d'abord, qui sommes-nous pour la poser ? Les hommes sont juges et partis, les femmes aussi. Où trouver un ange ? En vérité, un ange serait mal qualifié pour parler. Il ignorerait toutes les données du problème. Quant à l'hermaphrodite, c'est un cas bien singulier. Il n'est pas à la fois homme et femme, mais plutôt ni homme ni femme. Je crois que pour élucider la situation de la femme, ce sont encore certaines femmes qui sont le mieux placées. C'est un sophisme que de prétendre enfermer Épiménide dans le concept de crétois et les crétois dans celui de menteur.
Ce n'est pas une mystérieuse essence qui dicte aux hommes et aux femmes la bonne ou la mauvaise foi. C'est leur situation qui les dispose plus ou moins à la recherche de la vérité. Beaucoup de femmes d'aujourd'hui, ayant eu la chance de se voir restituer tous les privilèges de l'être humain, peuvent s'offrir le luxe de l'impartialité. Nous en éprouvons même le besoin. Nous ne sommes plus comme nos aînés des combattantes. En gros, nous avons gagné la partie. Dans les dernières discussions sur le statut de la femme, l'ONU n'a cessé de réclamer impérieusement que l'égalité des sexes achève de se réaliser. Et déjà nombre d'entre nous n'ont jamais eu à éprouver leur féminité comme une gêne ou un obstacle. Beaucoup de problèmes nous paraissent plus essentiels que ceux qui nous concernent singulièrement. Ce détachement même nous permet d'espérer que notre attitude sera objective. Cependant, nous connaissons plus intimement que les hommes le monde féminin parce que nous y avons nos racines. Nous saisissons plus immédiatement ce que signifie pour un être humain le fait d'être féminin, et nous nous soucions davantage de le savoir. J'ai dit qu'il y avait des problèmes plus essentiels. Il n'empêche que celui-ci garde à nos yeux quelque importance. En quoi le fait d'être des femmes aura-t-il affecté notre vie ? Quelles chances exactement nous ont été données et lesquelles refusées ? Quels sorts peuvent attendre nos sœurs plus jeunes et dans quel sens faut-il les orienter ? Il est frappant que l'ensemble de la littérature féminine soit animé de nos jours beaucoup moins par une volonté de revendication que par un effort de lucidité. Au sortir d'une ère de polémique désordonnée, ce livre est une tentative parmi d'autres pour faire le point. Mais sans doute est-il impossible de traiter aucun problème humain sans parti pris. La manière même de poser les questions, les perspectives adoptées, supposent des hiérarchies d'intérêts. Toute qualité enveloppe des valeurs. Il n'est pas de description soi-disant objective qui ne s'enlève sur un arrière-plan éthique. Au lieu de chercher à dissimuler les principes que plus ou moins explicitement on sous-entend, mieux vaut d'abord les poser. Ainsi, on ne se trouve pas obligé de préciser à chaque page quel sens on donne aux mots supérieur, inférieur, meilleur, pire, progrès, régression, etc. Si nous passons en revue quelques-uns des ouvrages consacrés à la femme, nous voyons qu'un des points de vue le plus souvent adoptés, c'est celui du bien public, de l'intérêt général. En vérité, chacun entend par là l'intérêt de la société tel qu'il souhaite la maintenir ou l'établir. Nous estimons quant à nous qu'il n'y a d'autre bien public que celui qui assure le bien privé des citoyens. C'est du point de vue des chances concrètes données aux individus que nous jugeons les institutions. Mais nous ne confondons pas non plus l'idée d'intérêt privé avec celle de bonheur. C'est là un autre point de vue qu'on rencontre fréquemment. Les femmes de harem ne sont-elles pas plus heureuses qu'une électrice ? La ménagère n'est-elle pas plus heureuse que l'ouvrière ? On ne sait trop ce que le mot bonheur signifie, et encore moins quelle valeur authentique il recouvre. Il n'y a aucune possibilité de mesurer le bonheur d'autrui, et il est toujours facile de déclarer heureuse la situation qu'on veut lui imposer. Ceux qu'on condamne à la stagnation en particulier, on les déclare heureux sous prétexte que le bonheur est immobilité. C'est donc une notion à laquelle nous ne nous référons pas. La perspective que nous adoptons, c'est celle de la morale existentialiste. Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une transcendance. Il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement vers d'autres libertés. Il n'y a d'autre justification de l'existence présente que son expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. Chaque fois que la transcendance retombe en immanence, il y a dégradation de l'existence en soi, de la liberté en facticité. Cette chute est une faute morale si elle est consentie par le sujet. Si elle lui est infligée, elle prend la figure d'une frustration et d'une oppression. Elle est dans les deux cas un mal absolu. Tout individu qui a le souci de justifier son existence éprouve celle-ci comme un besoin indéfini de se transcender. Or, ce qui définit d'une manière singulière la situation de la femme, c'est que, étant comme tout être humain, une liberté autonome, elle se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'assumer comme l'autre. On prétend la figer en objet et la vouer à l'immanence puisque sa transcendance sera perpétuellement transcendée par une autre conscience essentielle et souveraine. Le drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout sujet, qui se pose toujours comme l'essentiel, et les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle. Comment, dans la condition féminine, peut s'accomplir un être humain ?
Quelles voies lui sont ouvertes? Lesquelles aboutissent à des impasses? Comment retrouver l'indépendance au sein de la dépendance? Quelles circonstances limitent la liberté de la femme et peut-elle les dépasser? Ce sont là les questions fondamentales que nous voudrions élucider. C'est dire que nous intéressant aux chances de l'individu, nous ne définirons pas ses chances en termes de bonheur, mais en termes de liberté. Il est évident que ce problème n'aurait aucun sens si nous supposions que pèse sur la femme un destin physiologique, psychologique ou économique. Aussi commencerons-nous par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la réalité féminine s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'autre, et quelles en ont été les conséquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé, et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où, essayant de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent participer au Mitsein humain.